fait, déjà juste une question pour commencer. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment enlever leurs chaussures et se mettre pieds nus dans l'herbe de temps en temps? Alors en fait, tous ces gens-là, eh ben, vous êtes une espèce en voie de disparition, à peu près comme les abeilles. Parce qu'en France aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, en plus, et pour les enfants. Quand j'ai commencé mon enquête, j'ai discuté avec une éducatrice qui était dans une colonie de vacances à Grenoble. Et un matin, elle a demandé à un groupe d'enfants de 11 ans, on va commencer un atelier, on va se mettre pieds nus dans l'herbe. Pour elle, ce n'était pas un sujet, comme je pense pour beaucoup d'entre vous. Et en fait, là, ça a provoqué une réaction unanime et ils ont tous commencé à crier en disant « mais ça va pas, c'est dégoûtant, c'est dangereux, l'herbe, pas du tout, c'est pas possible ». Et en fait, il n'y en a pas un enfant dans le groupe qui avait déjà mis son pied dans l'herbe à 11 ans. Donc quand elle m'a raconté ça, ça me paraissait complètement fou. Elle, ça lui était arrivé 3 ans plus tôt et elle avait encore du mal à s'en remettre. Et donc après, finalement, il y a quand même un enfant qui a osé l'aventure et qui a mis son pied dans l'herbe. Et il a bien aimé ça. Et en fait, après, au fur et à mesure, quand j'ai interviewé beaucoup de personnes, des enseignants, des éducateurs, des parents, tout ça. Et à chaque fois, je reposais la question, je leur disais « qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ?» Parce que ça me paraissait quand même un peu fou. Et en fait, ils étaient tous pas du tout surpris. Ils me disaient, bah oui, bien sûr, on en a des tonnes des histoires comme ça, en fait. Moi, bêtement, je ne me rendais pas compte, parce que je ne suis pas enseignant, je ne suis pas éducateur, et je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose qui était si répandu. Et au fur et à mesure de mon enquête et de mes recherches, je me suis rendu compte que c'était et les enseignants qui disaient ça, les éducateurs, mais aussi il y a des études qui ont été faites sur ce sujet. Et effectivement, les enfants, on les a coupés de la nature et on les a rentrés à l'intérieur. Il y a une étude, par exemple, américaine qui est sortie en 2004 qui comparait un groupe de mères, le jeu d'un groupe de mères quand elles étaient enfants avec le jeu de leurs enfants à elles. Et en fait, il y avait 70% qui sortaient tous les jours dehors pour jouer quand elles étaient enfants. Et il y avait moitié moins d'enfants qui sortaient dehors. Et donc, en fait, en une génération, ils sont rentrés à l'intérieur. Ils sont rentrés à l'intérieur, ils sont coupés de la nature. Là, aujourd'hui, il y a une étude, on a peut-être entendu parler, elle est sortie il y a quelques années, sur les légumes et tout ça. Et en fait, il y a un tiers des enfants de 8 à 12 ans qui ne savent pas reconnaître une courgette d'une figue ou d'un poireau. C'est quand même pas complètement fou, mais donc c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est assez triste quand on y pense. Et en France aussi, il y a une étude qui a été faite, il y a une enquête nationale nutrition santé qui est sortie en 2015, où on s'est penché par rapport à la question de santé sur cette question du jeu en plein air pour les enfants. Et ils se sont rendus compte que 4 enfants sur 10 ne sortaient pas en semaine pour jouer dehors. Et donc à l'époque, il y a la conclusion de ce rapport, je vous la lis, qui était très claire. La conclusion, elle disait en 2015, des interventions devraient être mises en place pour faciliter et inciter la pratique du jeu en plein air chez les enfants de 3 à 10 ans en vue d'augmenter leur niveau global d'activité physique. Donc c'est l'Institut de veille sanitaire qui est devenu Santé publique France qui disait ça à l'époque. C'est pas moi qui le dis. Hein. Bon, en l'occurrence, quand on travaillait sur ce livre, je me suis dit, bon, c'est intéressant cette étude de 2015, donc je vais voir ce qui s'est passé depuis, qu'est-ce qui a été mis en place. Bon, l'organisme, il ne communique pas, et je n'ai pas trouvé d'interventions qui ont été mises en place. Alors peut-être que vous êtes au courant, mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses. En tout cas, les enfants, donc aujourd'hui, on sait qu'ils sont trop sédentaires, on sait qu'ils sont trop stressés, on sait qu'ils ont des problèmes pour se concentrer. Tout ça, on le sait, et je pense que ceux qui sont dans des classes, ils s'en rendent compte aussi, encore mieux. Et on sait aussi qu'ils sont trop devant les écrans, sans rentrer dans le débat sur les effets des écrans, qui sont bien, qui ne sont pas bien, etc. Un enfant, là, les derniers chiffres, les chiffres de 2015, entre 4 et 6 ans, il passe 2h30 en moyenne devant un écran. Et donc, ces 2h30 en moyenne, ça veut dire c'est 2h30 où on n'est pas en train de jouer avec des amis, où on n'est pas avec ton corps en mouvement, où on n'est pas en train de discuter. Donc c'est 2h30 qui sont d'une certaine façon perdues. On sait qu'un enfant, pour se développer, il a besoin avant tout d'explorer par ses sens, il a besoin d'être en interaction, il a besoin de... Et c'est comme ça qu'on développe le langage, c'est comme ça qu'on développe les limites corporelles. Et donc on a 2h30 de moins par jour en moyenne déjà par rapport à ça. En fait, ce qui s'est passé, là, ce phénomène de rentrer les enfants à l'intérieur, je pense qu'il n'y a personne qui a pris la décision du jour au lendemain en disant « bon, bah, maintenant, on va tous les mettre à l'intérieur, on va les interdire de sortir ». Mais bon, c'est finalement ce qui est en train de se passer. Mais en les gardant à l'intérieur, on essaye de les... Je pense que d'une certaine façon, c'est pour les protéger
de l'inconnu, les protéger du risque, les protéger de l'accident, des voitures. Et en fait, il faut aussi se dire que les enfants qu'on garde à l'intérieur, les garder à l'intérieur aussi, c'est risqué. Et en fait, c'est encore plus risqué d'avoir un enfant qui est tout le temps à l'intérieur qu'un enfant qui est dehors. Donc il faudrait repenser aussi cette notion du risque qu'on a. Et en plus, quand on les garde à l'intérieur, on les coupe de ce qu'ils peuvent avoir comme bénéfice à l'extérieur, ce qu'ils peuvent avoir comme bénéfice s'ils sont en contact avec la nature. Parce que ça, on le sait aussi que la nature, elle fait du bien. Si on se promène dans une forêt ou à la campagne, on respire, on s'en rend compte intuitivement. Maintenant, il y a aussi de nombreuses études qui ont été faites et qui prouvent ces effets-là que ça a sur la santé, aussi bien physique que mentale. Et il y a des études, il y en a un appel, j'ai oublié qu'il y avait des images. Alors, par exemple, ça c'est un petit document que je vous recommande, qui est sur Internet en accès libre. C'est une association canadienne qui l'a préparé. Et c'est à partir de 2 revues systématiques de la littérature scientifique pour évaluer les études sur le jeu en extérieur. C'est juste 2 pages, c'est très clair. Et c'est bourré de références. Si on voit la page d'après, si on passe à la page d'après, on verra les références. Ça, c'est un peu moins lisible. En fait, on se rend compte que dehors, en nature, ça fait partie du bon sens aussi. Hein. Les enfants, quand ils sont dehors en nature, ils vont bouger plus. Et ça, c'est mesuré aussi. Donc, ils vont bouger plus, ils vont jouer plus, ils vont plus être en interaction. Et donc, ça va avoir des effets sur la densité osseuse, sur le sommeil. Les enfants, ils vont mieux dormir. Sur la concentration aussi. Et donc, je voulais vous montrer... alors, on peut passer au suivant. Ça, c'était juste pour vous montrer toutes les références, parce que les études, il y en a vraiment un paquet. Voilà. Pardon ? Oui, effectivement, là, dans tous les problèmes qu'il y a de santé, il y a aussi un problème il y a une épidémie de myopie généralisée. Ouais. Et effectivement, le fait d'être tout le temps à l'intérieur, ça joue, a priori, ça doit jouer sur la vue aussi. Donc on est plus gros, on a des os qui sont plus fragiles, on voit moins bien, on parle moins bien, ça a quand même beaucoup de risques. Alors je voulais juste vous parler de 2 petites études, parce qu'il y en a vraiment des centaines et des centaines. Il y a une étude sur la mémoire qui a été faite en 2008, c'était par rapport à une promenade à pied. Donc 50 minutes de promenade à pied, ils ont fait un test avec un questionnaire de mémoire, de concentration. Ils se sont rendus compte que ça améliorait de 20% la capacité de mémoire et de concentration. Alors qu'une promenade à pied dans un milieu urbain, si on se promène juste dans la rue, ça n'a pas du tout le même effet. Donc ils ont vraiment comparé les 2. Parce que ça augmente l'attention qui s'appelle l'attention dirigée. C'est celle qui est employée pour se focaliser sur une tâche et c'est celle dont on a besoin pour suivre en classe, cette attention dirigée. Il y a une autre étude que je trouvais intéressante aussi, notamment parce qu'en France, il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles de l'attention. Et il y a beaucoup d'enfants qui prennent de la Ritaline. Et donc la consommation de boîtes de Ritaline, elle a explosé ces dernières années. Et il y a des études qui ont été faites aussi là-dessus aux États-Unis, dans l'université de l'Illinois. Il y a une étude qui est sortie en 2011 et il y a plusieurs études qui avaient été faites aussi avant sur ce thème-là. Et ils se sont rendus compte que des activités régulières dans un environnement naturel, ils diminuent de façon continue les symptômes du TDAH. Et les études antérieures aussi montraient ça, et montraient ça de façon momentanée. Et quand on fait ça de façon régulière, ça a un effet, plus régulier dans le temps, quoi. Donc ça, je trouvais ça... J'ai pas d'avis sur la Ritaline, mais par contre, je trouvais ça intéressant de voir que ça permet aussi d'alléger les symptômes. Et ça se fait, c'est d'une certaine façon gratuit, et on est sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire, quoi. Il y a aussi des études qui ont été menées dans des écoles en forêt. Alors les écoles en forêt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt en maternelle, et c'est des écoles où la classe se fait dehors. En gros, au lieu d'être en classe à l'intérieur, on est en classe dans la forêt, toute l'année. Et donc ça a commencé au Danemark dans les années 50. Il y a des études qui ont été faites, notamment par un biologiste suédois, en fin des années 90, qui a suivi 2 classes, une classe maternelle classique et une classe en forêt, pendant 1 an, et il a comparé les 2 classes. Et ils se sont rendus compte que les enfants qui étaient dehors, ils étaient 3 fois moins souvent malades, ils étaient plus agiles et ils parlaient mieux aussi. Ça aide aussi au langage. Donc ça, c'est une classe à l'intérieur, vous connaissez. Séance de motricité à l'intérieur, on connaît.
Ça, c'est une classe dehors. Ça, c'est en France, dans une école publique dans les Deux-Sèvres. Je vous en parlerai après. Donc, ils font classe une fois par semaine à l'extérieur. Donc ça, c'est une classe, mais ça peut être aussi une séance de motricité. Mais enfin, c'est libre, c'est du jeu libre. On peut passer à la photo d'après. Ça, c'est une école en forêt aussi. C'est au Danemark, où les enfants donc, sont... ça, c'était en février, donc c'est assez froid, donc ils sont en combinaison. On peut passer à la suivante. Et ça aussi, c'est au Danemark. Alors, ça, c'est le premier endroit que je suis allée visiter. C'est parce que les écoles en forêt ont commencé là-bas. Et ça, c'est une des premières choses que j'ai vues. Et donc, quand on arrive de France, quand on voit un enfant qui a 4 ans, qui commence à scier du bois tout seul, enfin, c'était un petit peu plus tôt, mais il était sur un étau et il coupait du bois tout seul avec une scie et son copain. Et il n'y avait pas d'adulte juste à côté. Donc, moi, j'étais un petit peu surprise. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était pensé. Et c'était un risque qui était pensé. Et quand il y a l'éducateur qui est arrivé, il était pas du tout, lui, il n'était pas du tout surpris, bien sûr. Et en fait, l'enfant lui a demandé une autre scie, parce que les scies qui sont plus coupantes étaient en hauteur. Et pour ça, il faut qu'il y ait un adulte. Et en fait, il y a tout un cadre qui est pensé pour que ça soit un apprentissage du risque, pour que pas que ça soit dangereux. On ne va pas donner 15 couteaux à tout le monde en même temps alors qu'ils ne l'ont jamais utilisé. Mais par contre, au fur et à mesure, ils vont s'habituer à l'utiliser. Et donc maintenant, ils savent très bien couper du bois à 4 ans. Savoir très bien couper du bois à 4 ans, ce n'est pas l'essentiel et ce n'est pas au programme en France. Mais par contre, un enfant comme Bertram là, qui coupait du bois, eh bien, il a fait ça pendant 1 heure. Il est arrivé au bout de son activité. Il a pris le temps de le faire. Il a développé sa motricité, sa confiance en lui, sa concentration. Et tout ça, c'est quelque chose qui est très utile pour la classe, même la classe à l'intérieur après. Ça, c'est une autre étude qui vient de sortir en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, depuis une dizaine d'années, ils sont emparés de cette question de besoin de nature et de besoin d'apprentissage du risque aussi. Et il y a ça, c'est sorti la semaine dernière, le 7 novembre. Et c'est une étude qui a été faite par l'Institut d'éducation de l'University College de Londres. Et ils ont suivi 500 enfants de primaire qui faisaient une activité régulière. Une fois par semaine, ils allaient en nature. Et là, ils se sont rendus compte... Donc, ils voulaient mesurer les effets de l'activité sur le bien-être des enfants et leurs apprentissages. Et ils se sont rendus compte que les enfants observés étaient contents d'être en nature, qu'ils étaient motivés, qu'ils étaient curieux et qu'ils observaient. C'est déjà beaucoup de choses intéressantes. Et après la classe dehors, ils ont fait aussi des questionnaires avec les enfants. Et 4 sur 5 disaient qu'ils s'entendaient mieux avec leurs enseignants, qu'ils s'entendaient mieux avec leurs camarades de classe aussi, et que ça les aidait pour travailler en classe aussi. Et ça leur donnait aussi confiance en eux. Donc ça, c'est une étude qui vient de sortir, qui est assez conséquente, et c'est un institut qui est tout à fait reconnu en Angleterre. Parce qu'il n'y a pas tant d'études que ça sur cette question, sur les écoles en forêt, en fait. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les écoles en forêt, ou les écoles en général, en tout cas, par exemple, dans l'école qu'on a vue avant avec ceux qui coupent du bois, là, hein, au Danemark, la première chose que m'a dit la directrice de l'école quand je lui ai demandé quel était l'intérêt de faire la classe dehors, c'était pas du tout la nature, c'était le bruit, enfin en l'occurrence l'absence de bruit, et c'était l'espace. Parce qu'à l'extérieur, on se libère de beaucoup de contraintes, et notamment dans une salle de classe, on n'a en général pas assez de place, on est trop serré, et donc il y a souvent des frictions à cause du territoire, et on a aussi beaucoup de bruit, et tout le monde souffre du bruit, et les enfants et les adultes. Et donc on se retrouve dans une salle de classe à l'intérieur. L'enseignant ou l'éducateur va souvent devoir gérer ses contraintes, donc souvent devoir dire « tais-toi, arrête de bouger, arrête de courir » parce que ça dérange les autres, parce que ça dérange la classe. À l'extérieur, il n'y a plus cette contrainte de bruit, donc un enfant qui veut faire du bruit, les deux qui coupaient du bois, à un moment ils commençaient à sauter dans tous les sens, et on entendait vaguement qu'il se passait quelque chose, mais ils ne dérangeaient personne, ce n'étaient pas des enfants à problème. Alors que s'ils étaient dans une salle de classe, peut-être qu'on aurait considéré que c'était des enfants à problème. Alors qu'ils avaient 4 ans et qu'ils avaient besoin de bouger. Parce qu'à 4 ans, on a besoin de bouger. Et en plus de ça, le fait de libérer de ces contraintes, ça permet aussi à l'enseignant, comme il n'a plus besoin de répéter ça à longueur de journée, l'enseignant peut passer à autre chose et ça enrichit la relation qu'il a avec les élèves. Parce qu'on peut... Si on a moins besoin de dire tais-toi, on peut dire d'autres choses et on peut ça, voilà. On sait à peu près, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, que la nature, ça fait du bien. Scientifiquement, c'est prouvé et il n'y a pas trop de débat là-dessus non plus.
Alors en France, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Comment c'est pris en compte à l'éducation nationale? Comment c'est pris en compte dans les villes quand ils font des cours de récréation? Pour l'instant, au niveau national, pas trop. Même à peu près pas du tout. Mais par contre, il y a des choses qui se passent, et notamment là, avec les cours Oasis, il y a des choses qui se passent aussi. Mais en gros, en ce moment, l'école se passe encore à l'intérieur, et comme elle se passait avant à l'intérieur, mais maintenant, les enfants sont à l'intérieur, en dehors de l'école, et à l'école, ils sont toujours à l'intérieur. Donc, la pédagogie par la nature et apprendre en étant dehors, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais par contre, c'est quelque chose dont on a encore plus besoin aujourd'hui. Et donc, enlever les bacs à sable, par exemple, comme c'est fait souvent dans les maternelles, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant pour les enfants, par exemple. Et juste une question, enfin, moi j'ai l'impression, pour l'instant, j'ai vu aucune étude qui montre l'intérêt de faire classe que à l'intérieur. Et je n'ai pas l'impression que c'est prouvé non plus que ça soit le lieu le plus adapté pour les besoins physiologiques des enfants. Et je n'ai pas l'impression non plus que personne n'a prouvé que le fait de faire les apprentissages uniquement dans une salle de classe et le limiter à ça, ça soit l'idéal pour les enfants et pour les apprentissages. Donc la question est ouverte. Mais la nature, ça c'est possible aussi en France en fait. Les scies et tout ça, il n'y en a pas encore beaucoup, mais faire classe dehors c'est possible en France. Et il y a des enseignants, même si ce n'est pas encore au programme par l'éducation nationale et tout ça, il y a quand même des enseignants qui le font, qui ont mis ça en place. Et ça a commencé déjà, par exemple en 2010 dans les Deux-Sèvres, dans cette école-là, il y avait une enseignante qui s'appelle Christelle Ferjou, qui voulait faire l'école en forêt, mais dans sa petite école, dans les Deux-Sèvres. Et donc, elle a vu avec le maire de sa petite ville de Pompère, il y avait un petit espace à côté du terrain de foot qu'ils ont pu préempter, qu'ils utilisent. Et donc, ils ont décidé de faire classe une fois par semaine. Ils allaient toute la matinée là-bas. Et donc, ça a été accepté par sa hiérarchie à l'éducation nationale, et ça a été vu avec le maire et tout ça, et c'était juste à côté de l'école, donc c'était facile à mettre en place. Donc, ils ont commencé à faire ça. Et cette enseignante en plus avait une expérience de pédagogie à l'extérieur. Donc pour elle, c'était facile d'emmener sa classe à l'extérieur, parce que c'est aussi quelque chose qui est très différent de faire la classe à l'intérieur. Donc aller dehors avec sa classe, il y a une démarche quand même. Donc voilà. Pour elle, c'était facile. Donc elle a mis ça en place. Ça s'est très bien passé. Et après, elle est devenue conseillère pédagogique. Et donc elle a commencé à former d'autres enseignants dans sa circonscription, qui s'y sont mis à leur tour. Et dans son école, à Pompère, l'enseignante, après elle, a continué. Et à tous les niveaux, ils ont continué aussi à le faire. Et donc maintenant, il y a près d'une centaine d'enseignants autour de chez elle qui ont commencé à faire la classe dehors, ou que ce soit comme ça, ou dans d'autres terrains à côté de leur école. Et quand je suis allée voir cette classe-là à Pompère, l'enseignante... pour elle, ce qui était vraiment intéressant, c'était que chaque enfant, elle trouvait que chaque enfant avait trouvé sa place, en fait. Parce que dans la classe à l'intérieur, il y a quelques enfants qui arrivent bien, il y a d'autres qui ont plus de problèmes, c'est plus compliqué. Mais quand on est dehors, les enfants peuvent faire plus à leur rythme. Et les enfants qui seront les bons élèves, même en maternelle, on peut avoir un peu des bons élèves, enfin les élèves faciles à l'intérieur, ça ne sera pas les mêmes à l'extérieur, ça ne sera pas les mêmes qui auront les idées, qui vont dire bon bah ça c'est le bus, allez vous venez dans mon bus et tout ça quand ils vont être comme ça, ou qui vont porter des choses, ou qui vont explorer, ils vont faire des choses différentes. Et elle trouvait que c'était vraiment utile pour la cohésion du groupe aussi. Et des enfants vont oser plus de choses là parce qu'il y a moins de contraintes et parce que c'est plus facile. Et par exemple, il y avait un élève qui faisait un blocage par rapport à l'écrit, qui ne voulait pas toucher un crayon en grande section de maternelle. Et dans sa famille, personne ne lisait et il y avait très peu d'écrits. Et donc, il sentait qu'il y avait une tension par rapport à ça. Enfin bref. Et donc, cet enfant-là, par exemple, la première fois qu'il a commencé à écrire, en fait, il n'a pas écrit, il a mis des mots avec des petits bâtons qu'ils avaient proposé de faire ça pour faire une tarte de saison, donc il devait écrire hiver. Et donc l'enseignante a demandé qui veut écrire hiver, et lui, qui n'avait jamais tenu un crayon, a dit bah, moi j'aimerais bien le faire. Je ne connais pas toutes les lettres, mais j'ai envie d'essayer. Donc il a commencé à écrire avec des petits bâtons comme ça, et après, ça l'a débloqué, il est rentré dans l'écriture. Après, il a osé prendre le crayon. Même pour les parents, c'est intéressant parce qu'un espace comme ça, c'est un espace qui
qui est moins fermé qu'une école et qui est moins lourd aussi en symbolique. Et donc, à l'extérieur, il y a beaucoup de parents qui auraient du mal à venir à une réunion à l'intérieur, qui sont intimidés par l'école et qui là vont participer, qui là vont venir accompagner les enfants. Et donc ça permet aussi un lien avec les parents et les familles et une école plus ouverte aussi, avec plus large. On en est où côté temps? L'ordinateur vient de se mettre en veille, donc c'était pas bon signe. D'accord. Alors, donc, par rapport à la classe dehors, donc, avec ce qui s'est passé là, maintenant il y en a qui se lancent dans plein d'autres endroits en France. Moi, je ne connais pas du tout tous les endroits où il y a des classes dehors, mais il y en a notamment une à Paris qui vient de se lancer. Donc, Alexandre Ribaud, il va nous raconter comment ça se passe, que c'est possible aussi à Paris. Enfin, c'est possible partout, en fait. Mais on peut aussi... la classe dehors, elle peut se faire à l'extérieur de l'école, mais elle peut même se faire dans l'enceinte de l'école. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est que il faut aller à l'extérieur, il faut voir la cour qu'on a, et il faut voir si on peut aménager aussi la cour. Parce que la cour, ça peut être un lieu où on se sent bien. Ça peut être un lieu où on peut se reposer. Ça peut être un lieu où on peut aussi faire classe dehors, qui n'est pas juste une cour de récréation. Parce qu'aujourd'hui, en France, pour l'instant, les cours, elles sont pensées pour les adultes. Elles sont pensées pour qu'elles soient faciles à surveiller. Elles sont pensées pour qu'elles soient faciles à nettoyer. Donc une cour, c'est rassurant pour les adultes, mais pour les enfants, c'est stressant et c'est très ennuyeux, une cour d'école. Et souvent, il y a des enfants qui disent qu'ils n'aiment pas la récréation. Et se dire que quand on va à l'école, on n'aime pas la récré, c'est quand même qu'il y a un souci. Ça devrait quand même être un moment qui est agréable aussi. Donc après, la rénovation des cours d'école, là, pendant la recherche et sur le livre, je suis tombée sur le projet Oasis qui commençait. Et je me suis dit, bah, c'est un super projet de tout changer dans les cours d'école à Paris. Ça, bien sûr, c'est un peu dur parce que c'est la première cour des projets Oasis, donc ça ne va pas être la plus belle. Mais ce que... Ouais. Ça a poussé depuis. Bah oui, bien sûr. Bah après, c'est une première photo, donc c'est rude. Mais en tout cas... moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ce projet, au départ, c'était un projet qui était vu par rapport à un angle qui était l'angle du climat et qui était un angle de réchauffement climatique. Donc, quand on est sur cet angle-là, eh ben, on fait une cour comme les cours étaient faites avant, mais par contre, on prend des matériaux qui ne réfléchissent pas à la chaleur, on prend des matériaux qui sont perméables, enfin, il y a plein de choses qui sont faites par rapport au climat. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça évolue maintenant, pour faire des cours qui soient aussi des cours qui répondent plus aux besoins des enfants. Parce que là, un endroit comme ça reste un endroit qui est trop plat et ça reste un endroit qui est pas adapté aux besoins des enfants, en fait. Alors, je vais vous montrer quelques photos du Danemark pour vous montrer des cours là-bas. Parce qu'après, vous allez voir ce qui se passe en France aussi, donc c'est pour ça que... Et vous allez voir ce qu'il est possible de faire, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire aussi. Donc on va... Alors ça, c'est une cour pas très excitante. C'est avant-après. donc voilà, ça c'est avant et ça c'est après. Dans cette cour d'école, en dessous du goudron, la terre était polluée, donc ils ne pouvaient pas enlever le goudron. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'était de faire des buttes au-dessus et juste de casser un petit peu le goudron au centre pour que l'eau puisse ruisseler, mais en gardant quand même beaucoup de goudron. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est compartimenté et que cet espace, tout d'un coup, on peut l'explorer, on peut se cacher derrière. Il y a vraiment beaucoup d'autres possibilités. Il y en a encore deux autres. On voit, ça c'est toujours la même cour. Ça c'est toujours la même cour. Il y a une paysagiste danoise qui s'appelle Len Nielsen qui fait des cours de récréation et qui s'occupe aussi des normes de sécurité là-bas. Et pour elle disait que la cour classique, avec un grand espace plat, tout ouvert, goudronné ou bétonné, c'est un environnement qui est très stressant pour les enfants. En fait, c'est le pire qui soit. Au final, c'est un grand terrain de foot pour une quinzaine de garçons et les autres se cachent. Enfin, ça, on connaît la question des ballons dans les cours en France aussi, ça... C'est international. Alors, ça, c'est une école primaire et collège.
Et donc pareil, avant, il y avait du foot et des gens qui se cachaient, les autres enfants qui se cachaient, ceux qui ne jouaient pas. Et ils ont décidé de faire des îlots, comme ça. Et dans les îlots, avec la végétation qui après allait pousser, parce que là pareil, on ne se rend pas bien compte, mais après on est caché à l'intérieur des îlots. Donc effectivement, il y avait la question de la surveillance qui s'est posée et les enseignants se demandaient comment ça allait se passer. Et finalement, avec le temps, ils se sont rendus compte qu'il y avait moins de harcèlement et de comportements agressifs qu'avant. Et ils ont évolué dans leur façon de surveiller la cour de récréation. Il y en a un qui circule et il y en a d'autres qui sont postés à certains endroits. Comme ça, les enfants savent toujours où sont les adultes s'ils ont besoin d'un adulte. Ça, c'est d'autres photos de la même cour de récréation. Ça et ça, voilà. Alors ça c'est en danois. Ça vient d'un document qu'elle a préparé. C'est un guide de recommandation pour les cours de récréation ou même les jardins de récréation ou le jardin d'école là-bas. Et ils sont partis, ils ont fait ça en images avec 16 pages comme ça, avec chaque besoin des enfants qui sont listés. Et donc je voulais vous partager un petit peu de ça avec vous. Donc là, ça c'est les outils. Donc on voit des bacs à sable et des balançoires par exemple. Et on voit aussi la balançoire, je ne sais pas si vous la voyez là en haut. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a des arbustes qui sont mis sur le côté pour éviter que les enfants passent devant et se cognent dessus. Ça, je trouve ça intéressant de se dire ça et de ne pas se dire juste on enlève tous les balançoires et on enlève tous les tourniquets parce que c'est dangereux. Si on gère l'espace différemment, on pourrait les avoir. La prochaine, c'est l'équilibre. Donc on voit différentes choses. Et là, les petites barres là, de singes à droite, pour elle, c'était à peu près obligé d'avoir ça dans une cour d'école. Elle trouve ça trop important, trop pas cher, ça sert à tout. Ils se suspendent, ils s'assoient. Voilà. Ça, elle est très très fan. Mais j'en vois pas beaucoup. Mais peut-être qu'il y en a dans les projets là. Je sais pas, j'ai pas encore. La prochaine diapo. Ça, c'est explorer et découvrir. Parce que si un espace est tout plein, on n'a rien à explorer. Si on peut le surveiller en un clin d'œil, on peut pas. C'est ennuyeux en fait pour un enfant. Alors que dès qu'il y a une butte ou dès qu'il y a des recoins, eh ben, ça devient intéressant parce qu'on peut se cacher derrière et on peut regarder ce qu'il y a derrière et on peut imaginer ce qui va se passer derrière aussi. Et c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc il y a du relief, il y a des arbustes, il y a des lignes courbes, il y a des recoins. Et les arbustes, c'est quelque chose qui est très important aussi parce qu'un arbuste, ça permet de compartimenter. Et alors qu'un arbre, ça compartimente. On voit les arbres là dans la cour pour l'instant, les arbres ils cachent et ça compartimente pas du tout. Il y a juste un petit trait comme ça, donc ça sert à rien. Un arbuste, et en plus on peut surveiller au-dessus d'un arbuste, surtout quand ils sont petits. C'est pas que les arbres servent à rien, hein, mais la prochaine image, les prochaines images. Alors ça c'est un grand tabou en France. Ça c'est être seul, c'est le besoin d'intimité, parce qu'on a tous besoin d'être seul. Et pour l'instant, quand on veut être seul, eh ben on va se cacher dans les toilettes. C'était le cas quand j'étais à l'école et c'est encore le cas aujourd'hui. Ma fille, elle m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Elle me dit, bah ouais, bien sûr, je vais aux toilettes handicapées pour discuter, quoi. Et ça m'a choquée. Et puis après, je me suis dit, ah bah oui, mais en fait, c'était comme ça avant aussi. Mais en fait, on pourrait faire ça autrement. Mais donc, par exemple, avec des petits bambous comme ça, on peut discuter tranquillement dans les petits bambous plutôt que discuter dans les toilettes. La prochaine image, ça, c'est le besoin de changement et de faire évoluer son environnement. Donc il y a des bacs à sable, bien sûr. Il y a aussi des bacs à boue. Donc ça, il faut être un petit peu plus équipé, avoir des pantalons imperméables. Mais c'est intéressant. Il y a de l'eau, il y a des caisses avec lesquelles on peut faire des choses. Il y a souvent des bâtons pour pouvoir construire des cabanes dans sa cour de récréation. Il y a du bois, il y a plein de choses. Mais ça, c'est pour faire évoluer l'espace. Le prochain, ça c'est manger et se reposer. Et donc par exemple, il y a des petites estrades comme ça qui sont intéressantes. Et j'ai vu, là, non, c'est pas sur celui-là, sur une des autres maquettes, il y en a des petites estrades autour des arbres, par exemple. Ça c'est intéressant, et surtout pour les petits, parce qu'en maternelle, on joue pas trop en groupe de 45. Mais par contre, en groupe de 2 ou 3, on est bien. Et s'il y a un petit territoire comme ça pour s'installer à 2 ou 3, on a son espace et on se sent bien. Et donc ça, c'est chouette.
Comme ça, on peut aimer sa cour de récréation, par exemple. L'image d'après, ça, c'est les sens et l'expérience de nature. L'image d'après, donc ça, c'est changer d'échelle et penser au flux. Parce qu'on peut faire des choses petites ou des petits recoins, et ben ça peut être bien utilisé par les enfants. Et l'image d'après, ça, c'est un avant-après. Ça, c'est au Canada. Donc ça, c'est avant-après, voilà. C'est toujours marrant, les avant-après. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ça a été fait, il y a la conception et il y avait aussi un volet de formation pour les enseignants pour qu'ils puissent s'approprier les espaces extérieurs aussi. Donc, ils étaient partie prenante du début jusqu'à la fin et après, on les accompagnait pour la suite aussi. Et ça, en fait, en France aussi, c'est possible, malgré les normes de sécurité, malgré les habitudes qu'on a. Et d'ailleurs, on a 2 exemples là, en chair et en os, qui vont nous montrer tout ce qu'il est possible de faire en France. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans un espace qui est pas très grand, même dans 150 mètres carrés, en fait, c'est déjà beaucoup plus grand qu'une salle de classe. Et c'est surtout beaucoup plus riche avec des surprises, avec des éléments où on peut développer ses sens. Et donc, c'est tout ça qu'on peut faire aussi dans les cours juste là. Et donc, c'est ce qui est en train de se faire là à Paris. Donc, c'est une belle chance.